Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. De retour dans la base sous-marine de Kadat, nos investigateurs ont démarré leur périple. Lors de l'épisode précédent, plusieurs monstres se faisaient déjà entendre dans les couloirs de la base. Un combat avait déjà eu lieu contre un monstre de type délire. Premier contact de nos personnages avec les monstruosités qui rampent dans les couloirs de cette structure sous-marine inconnue. Par ailleurs, on a eu toutes les difficultés du monde à récupérer cet indice, puisque tous nos jets d'investigation se sont soldés par un échec. Donc il va falloir remédier à cela lors de ce tour, en tout cas le plus rapidement possible. Eh bien, on démarre tout de suite le second tour en nous dirigeant vers la piste de corruption et en avançant le jeton de corruption de une case. Une fois encore, une salle va se corrompre alors que 3 monstres apparaîtront. Pour corrompre une salle, on va simplement piocher dans le deck des salles la première carte. Et celle-ci sera la salle 10. La salle 10 se trouve ici, à l'est de la base. Il n'y avait rien de particulier, si ce n'est que c'était un emplacement assez safe, donc qui se transforme en un emplacement monstrueux. Elle n'était pas inondée, donc elle va rester comme ça. En revanche, puisqu'elle se corrompt, on va générer un point de spawn sur l'une des cases. Alors on va plutôt le mettre là, parce que là il y a un accès direct à la salle 2. Et ici, on va générer un point, enfin une corruption. Voilà. Maintenant, vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Donc là, une corruption équivalente à une démence pour cette case. Au niveau de l'étape de corruption du plateau, je pense qu'on est bon. Il faut simplement mettre cette carte sur le deck de corruption. Et donc, c'est là qu'apparaîtront les prochains monstres. On va piocher 3 cartes ici. Donc, apparaît sur la case 10 un putride. Alors, un putride, c'est cette figurine-là. Donc, c'est un classique du monde cthulhien. Et il apparaît sur le point de spawn salle 10. Il n'y en a qu'un seul dans une seule salle. On peut défausser cette carte. Deuxième carte. C'est à nouveau des agonies qui font leur apparition. Une agonie arrive dans une première salle, donc ce sera la salle. Alors oui, la salle 10, il faut que je la mette en dessous. Hop, donc une agonie apparaîtra salle 15. Je vais chercher une agonie. Salle 15, c'est la salle de l'objectif. À côté de lui d'ailleurs. Et ensuite, 2 agonies vont apparaître dans une autre salle corrompue. Et ce sera cette fois salle 17. Alors ça, c'est dur comme résultat, puisque la salle 17 est une salle un petit peu stratégique, puisque c'est un couloir qui nous permet de rejoindre une zone avec un indice, un lieu safe, et en plus qui relie notre point de départ au reste de la base. Alors on peut aussi passer par là, mais c'est quand même une charnière cette salle-là. Et c'est là qu'apparaissent 2 agonies supplémentaires. 1 et 2. C'était la deuxième carte simplement, donc on la défausse et on pioche une nouvelle carte. Et cette fois, c'est la substance qui fait son apparition. Je n'oublie pas de défausser la salle 17. Oh la vache, la substance va apparaître salle 20. La salle 20 étant la salle de départ. Alors, la substance, c'est cette figurine-là. Donc, qui, vous le voyez, ressemble à un amas, un agglomérat, un agrégat de créatures en
emboîtées les unes aux autres de manière monstrueuse. Et en fait, la substance, bon, c'est un espèce de d'organisme biologique qui va ramper et qui va chercher un hôte, en fait. Voilà. Donc là, pour le moment, elle apparaît là et on verra comment elle fonctionne après. Mais la substance, en gros, ressemble à la créature, enfin à l'organisme que l'on voit dans le film The Thing. C'est vraiment l'idée et du coup, le fonctionnement reprend bien cette mécanique. Donc moi, j'adore. Vraiment, je trouve ça vraiment fun. Et en même temps, c'est assez terrifiant comme mécanique, vous allez voir. Voilà pour la génération des monstres. On a terminé la phase de corruption. On va passer maintenant à la phase d'activation. On commence. Alors, je vais simplement reprendre le jeton d'activation. Et puis, oui, j'avais oublié, lors du tour précédent, de récupérer les jetons d'action supplémentaires. Il faut que je les mélange. Voilà, et que je les affecte à un personnage. Donc, on va mettre celui-là pour Randy, celui-ci pour Drake, celui-ci pour Wayland, et ce dernier pour Armitage. Voilà. Ça en est totalement bon. Je ne vais plus suivre les actions des investigateurs avec les dés, mais je mettrai des cubes sur leur fiche, parce que je trouve que c'est plus pratique et plus rapide, plutôt que de chercher à chaque fois le décompte. Enfin, en tout cas, je vais tester. Alors, pour l'instant, puisqu'il n'y a personne ici, c'est au monstre délire de s'activer. Alors, les délires, on en a un seul, je crois. Oui, on n'en a qu'un dans la salle 17, justement, derrière une porte. Alors, comment ça se passe? Délire, dans un premier temps, va chercher à se déplacer. Or, il est à une case de distance de nos investigateurs, du plus proche investigateur. Entre les deux, il y a une porte verrouillée qui paraît l'empêcher d'avancer. Mais les monstres ne s'arrêtent pas pour si peu. Et en fait, ils n'hésitent pas à avancer en détruisant les portes. Donc, comment ça se passe? Eh bien, dans ce cas-là, on regarde leur score d'horreur de 1 et l'investigateur, pour vérifier si la porte tient le coup, lance 2d6. Si on obtient un succès, la porte résiste. Enfin, si on obtient un nombre de succès supérieur ou égal au niveau d'horreur de la créature, la porte résiste. Du coup, la créature n'atteint pas l'investigateur. Dans le cas contraire, la porte cède. Elle devient cassée, donc on verra qu'il y a un autre token à placer sur le plateau à la place de la porte. Et le monstre peut se déplacer normalement. Donc il faut au moins réussir un succès pour que la porte tienne. Eh bien on obtient un 4 et un 2, donc la porte cède. La porte cède. Elle fait place à une porte cassée, donc c'est ce petit token là. Voilà, que l'on met à la place. Et du coup, le délire avance, sans problème. Comme le délire avance, il va être sur la même case que Arthur Wayland, qui va devoir en subir les conséquences. Donc, je vais prendre la carte du délire, excusez-moi. Ça va éviter de déplacer tout le temps la caméra. Après son déplacement, on a le spécial. Donc, choisissez un investigateur à une case de distance et lancez un dé, amenez l'investigateur sur la case du délire. Bon, là, il s'est déplacé avant, donc... Ah, cela dit, non, parce qu'il y a des investigateurs à une case de distance. Donc, on peut effectuer le spécial. Donc, il y a une case de distance, il y a Armitage. Donc, le spécial va s'appliquer. On va lancer un D12. Le D12 spécial créature. S'il obtient le symbole là, de sang, alors là, c'est pas le cas. Il obtient des dents, une mâchoire. Ok. Dans ce cas-là, amener l'investigateur sur la case du délire. Donc là, non, Armitage n'est pas agrippé par un des bras
de ce monstre et reste sur sa case. Ensuite, la créature attaque et inflige 2. Alors elle peut infliger 2 à 1 de distance de portée. Cependant, dans la mesure où Wayland est sur sa case, il va attaquer Wayland, à qui il essaye d'infliger 2 dégâts. Wayland, lui, alors qu'est-ce qu'il a, Wayland? Il va faire un jet de résistance. Il a la résistance, donc c'est 2d6. Il obtient un succès, donc il absorbe un dégât. Par contre, il va quand même subir un dégât porté par le délire. Donc un dégât. Ouais, je vais mettre aussi des cubes sur les persos, mais je vais mettre des cubes rouges pour symboliser les dégâts. Ce sera aussi bien que les cœurs. Je vais conserver les jetons de dégâts pour les monstres. Voilà, comme ça va dissocier et puis ce sera peut-être plus visuel pour vous. Donc là, Wayland subit un dégât. C'est la fin de l'activation de cette créature horrible. Hein. On dirait, je sais pas quoi d'ailleurs. En revanche, il faut noter qu'un investigateur souhaitant bouger subit une blessure par délire sur sa case avant toute action de déplacement. Donc ça s'appliquera à Wayland s'il n'élimine pas cette créature. Donc ça va nous ralentir. Et il faut voir qu'on est dans une zone inondée. Donc Wayland va être obligé de consommer de l'oxygène. Ce qu'on découvrira à son tour de jeu. L'activation du délire prend fin. On passe à Randy cette fois. Randy qui est occupé là-bas à enquêter. Alors justement, Randy a comme capacité particulière la curiosité. Une fois par activation, vous pouvez accomplir une action d'investigation ou de fouille gratuite. Donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va lancer gratuitement... Ah mais oui, elle va lancer gratuitement un dé pour faire ce test. Je pioche le premier jeton là qui était sur sa carte et qui indique qu'il lui donne 4 actions. Donc là, c'est une action gratuite, donc je ne vais pas décompter d'action, mais néanmoins, elle va faire cette action d'investigation normalement en jetant un dé. Alors, en espérant que ça fonctionne, parce que pour l'instant, leurs méthodes d'enquête ne sont pas terribles. Allez, je lance un dé et on obtient 1, donc pas de résultat encore. Ce qui n'empêche qu'on est en zone inondée, donc comment elle s'appelle, Randy a dépensé 1 en oxygène. Elle va effectuer tout de suite une deuxième action, mais payante cette fois d'investigation. On n'est pas limité sur le nombre d'actions d'investigation. Donc ce que je vais faire, je vais poser un cube d'action sur sa fiche. Voilà, c'est ce que je ferai à chaque fois. Et dépenser 1 d'oxygène pour effectuer ce nouveau test d'investigation. Yes, enfin. Donc on obtient un 5, ce qui donne un succès. Du coup, enfin, comment elle s'appelle? Randy parvient à trouver l'indice. Donc on pose un jeton succès là-bas. Il lui reste 3 actions, mais par contre, attention à son niveau d'oxygène. Donc, est-ce que comme première action... Oui, comme première action, donc pour 1 d'oxygène, je dépense aussi un cube que je mets sur sa fiche, elle récupère l'indice. Donc du coup, je mets cet indice sur sa fiche, et c'est elle qui devra l'acheminer au point d'objectif. Je peux enlever le jeton succès. Voilà, c'est fait. Donc c'était pour une action supplémentaire. Troisième action,
Alors, on a la possibilité de se reposer, mais et si on effectue un repos, on ne consomme pas d'oxygène. Cela dit, à quoi va servir un repos là? Pas à grand chose parce qu'elle n'a pas de dégâts mentaux. Le repos servant uniquement à recouvrer sa santé mentale. Donc voilà, donc elle ne va pas faire ça, non. Pour une troisième action, elle va se déplacer de 1. Voilà. Et pour une quatrième action, donc elle perd de nouveau 1 en oxygène, elle va fermer la porte pour ne pas laisser le champ libre à la substance. Elle verrouille la porte, exactement. Voilà. Alors, on voit déjà que là-bas, ça se complique fortement. Fortement, on n'est même pas encore arrivé dans la base. On vient de quitter le sas qui conduisait aux révélations pour, pour être déjà dans une espèce d'embuscade, là. Voilà. Randy a terminé ses actions, donc je vais défausser tous les jetons d'action qui ne sont pas fournis dans le jeu, bien sûr. Et son activation se termine ainsi. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Non, non, non. Ah, cela dit, sinon je laisse les jetons d'activation pour que visuellement on voit la progression des actions des différents investigateurs. Après Randy, ce sont les agonies qui vont bouger. Alors je pense que c'est quasiment simultané. Les agonies, on en a un paquet sur le plateau. Il y en a un là et un là, à l'est. On en a au sud de la salle 17. On en a également dans la salle centrale, là-bas où se trouve un indice. Donc, il va falloir gérer tout ça. Alors, ils ont 1 en horreur et se déplacent de 1. Donc là, on en a 3 qui vont avancer d'une case. Celui-ci avance en direction des investigateurs par la porte automatique, là. Alors, l'avantage, c'est que ça libère la salle 2. Il faudrait peut-être qu'on les attire. On a également celle-ci qui se dirige vers Armitage, qui a 1 de portée. Celle de la salle 17, alors, emprunte ce chemin, parce que là, il y a un mur, hein, elle ne peut pas passer, donc elle avance forcément comme ça. Et celle présente vers la console avance de 1 également. Donc là, on a fait progresser toutes les agonies. Ensuite, elles attaquent. Leur portée d'attaque est de 0, donc les attaques ne donnent rien. On considère qu'elles sont faites, mais dans le vent. Voilà. Enfin, attaque sur des zones corrompues. Lancer 1 dé à la fin de l'attaque. L'investigateur a le choix entre subir une blessure ou un effet de paralysie. Mais il faut que l'investigateur soit sur la case du monstre, ce qui n'est pas le cas. Ainsi s'achève l'activation des agonies. Alors, bon, ils ont quand même progressé vers nous, hein. Ils vont nous forcer à bouger, sachant qu'en plus, là, la porte est abîmée. Alors, je me demande si je peux réparer les portes. Je crois que c'est la réinitialisation. Il faudra que je vérifie. Mais là, j'aurai pas le temps. Vu tous les monstres qu'il y a, vaut mieux qu'on bouge. Après les agonies, c'est à Jared Drake de jouer. On va regarder tout de suite combien. Alors lui, il a 2 actions. Jared Drake, c'est le soldat, avec son pistolet. Et sa seringue de stimulant. À quoi sert sa seringue de stimulant? Vous pouvez placer un jeton santé mentale sur cette carte à tout moment. Dans ce cas, jusqu'à votre prochaine activation, vous infligez 1 point de dégâts supplémentaires lorsque vous attaquez. Alors, Jared, il est... ah, bah, je crois que je me suis trompé de figurine, en fait. Ouais. Et oui, j'avais dû me tromper de figurine. Ah oui, parce qu'en fait, dans le premier épisode, j'ai déplacé la figurine. Ah, c'est pour ça, d'accord.
Je comprenais pas pourquoi Wayland était là alors que j'avais envoyé Jared tirer au premier épisode. Donc je vais les inverser. Ce qui signifie en plus que c'est Jared qui a subi la blessure et pas Wayland. Ah oui, j'ai inversé les figurines. Ok. Bon, bah c'est réparé, c'est pas très grave. Ce qui est plus logique en même temps. Donc, Jared fait face au délire. Et donc, bah, il va attaquer avec son pistolet. Alors, il a rafale contrôlée, lancer un dé supplémentaire quand vous attaquez avec un pistolet. Le pistolet lui donne 2 dés, en principe. Donc, il va déjà attaquer avec 3 dés. J'arrête, je vais mettre 3 dés là pour y penser. De plus, tir de couverture, vous pouvez dépenser 1 point de santé mentale pour attaquer un monstre une fois avec une arme de poing quand il vient vous attaquer. Ah, je l'ai pas fait ça. Bon, tant pis, je le ferai la prochaine fois, parce que là, comme j'ai inversé, en effet, j'avais cette riposte. Ça, il faut que j'y pense absolument, parce que c'est une super capacité. Bon, je la ferai la prochaine fois. Je vois qu'il avait déjà une blessure. Ah, mais je lui avais mis la blessure. Oh, je sais plus. Je vais lui en mettre une deuxième. Ok. Je vais lui en... Oui, c'était une blessure qu'il avait reçue lors du premier tour. Désolé là pour ces petits, contretemps. C'est le temps que je remette les choses dans l'ordre. Alors, donc il n'y a pas de tir de couverture. Il va faire une rafale contrôlée en utilisant un dé de plus. Son pistolet lui permet, lors d'une attaque, d'améliorer sa précision à 3 si vous attaquez un monstre se trouvant sur la même case que vous. Là, c'est le cas. Donc, le délire est à bout portant. Donc, lors du test, si Drake obtient un 3+, il touche. On lance, et bien il fait 3. Il obtient 3 fois un résultat de 3+. Donc, il inflige 3 dégâts à cette créature. Le délire a 3 en points de vie, mais il a 1 de résistance. Donc, on va lui infliger 2 dégâts immédiatement. Alors, je vais simplement le mettre sur un socle noir. Pour lui infliger ces 2 dégâts dès ce premier shoot. De la part de Jared. Alors, évidemment, ce que j'ai oublié, c'est de consommer 1 en oxygène, puisque la zone est inondée, et de dépenser une action. Il lui reste 4 actions. Je vais prendre les jetons. Ok. Donc, c'était sa première action. Deuxième action. Qu'est-ce qu'il peut faire? Deuxième action... Alors, il lui reste 1 point de dégâts. J'ai oublié d'utiliser la seringue de stimulant. C'est dommage parce que dans ce cas, jusqu'à votre prochaine activation, vous infligez 1 point de dégâts supplémentaire lorsque vous attaquez. Ouais, ce qu'il y a là après le lancer de dés, c'est pas évident. Donc je vais pas l'utiliser ça. Cette fois, tant pis, c'est dommage parce que je l'aurais tué d'un coup. Bon, mais j'ai déjà lancé les dés, donc non. Du coup, Jared va devoir attaquer une seconde fois. Toujours avec rafale contrôlée, hein. C'est une capacité qui est valable à chaque fois qu'il tire, qu'il attaque. Donc c'est toujours 3 dés. Et je gagne sur un 3+. Alors j'obtiens 2 succès. Il en absorbe un. Il subit un autre dégât, ce qui suffit à le détruire. Par contre, je suis en train de me demander, comme j'ai subi des dégâts, je me demande si je subis pas des dégâts de santé mentale. Il va falloir que je regarde ça. J'ai un petit doute là-dessus. Toujours est-il que Jared a détruit ce délire. Donc je lui ai fait dépenser 1 point d'oxygène supplémentaire. Il est à 0 en oxygène. Il va falloir qu'il respire rapidement.
et il va devoir faire un test de démence. Donc rappel, hein, le test de démence, c'est retourner autant de jetons santé mentale présents sur la fiche de l'investigateur à hauteur du nombre de points d'horreur de la créature. Donc là, en l'occurrence, un délire à 1 en horreur. Mais vu que Jared n'a aucun point de santé mentale, il va faire preuve de conscience et tirer une carte conscience, donc une carte bonus. Alors, je ne vais pas vous lire le fluff à chaque fois. En revanche, cette carte nous permet d'effectuer immédiatement une action gratuite. Gratuite en plus. Elle est gratuite en termes d'action, mais pas en termes d'oxygène. Donc, ça ne va pas forcément nous aider de ce point de vue-là. Bon, je vais dépenser du coup cette carte. Et Jared peut effectuer un déplacement. Mais ce déplacement lui coûte de l'oxygène. Et là, il passe sous 0. Alors, quand un investigateur passe sous 0, on voit que la jauge présente -1 et un dessin de D comme ça. Ce qui signifie qu'il y aura un test à effectuer à la fin de son activation pour voir les conséquences. Il lui reste toujours 3 actions. Donc il va payer une action pour se déplacer de nouveau sur la zone de l'agonie. Voilà. Il rentre en contact avec l'agonie, ce qui amène son résultat d'oxygène à -2. Mais sachant que là, il arrive dans une zone corrompue, mais non inondée. Avec les 2 actions restantes, il va faire déjà une attaque de l'agonie, immédiatement. Et dans la mesure où il est sur la même case, donc sa rafale contrôlée va s'appliquer. Donc il va toucher sur un 3+. Non, c'est la capacité de son pistolet plutôt qui s'applique. Et la rafale contrôlée lui donne un dé+, donc il lance 3 dés. Alors, il obtient 2, 3, donc 2 succès. Or, l'agonie a un point de santé physique et peut absorber un dégât. Donc, avec 2, il détruit cette agonie immédiatement. Donc, dans la mesure où il a détruit l'agonie et qu'il n'a toujours pas de jeton de santé mentale sur lui, il pioche une nouvelle carte de conscience. Celle-ci lui permet de réduire de 1 sa démence. Or, pour le moment, il n'a pas de démence. Donc, cette carte ne s'applique pas, on la défausse immédiatement. Voilà. Il lui reste un point d'action. Il va... qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je serais tenté, là, de faire plusieurs choses. Soit je ferme une porte ici. Soit je me déplace. Parce que là, les agonies ont été activées. Donc, ce tour-là, elles ne vont pas s'activer maintenant. Donc, non, je vais me déplacer. Dernière action, je me déplace. Je dépense mon dernier jeton. Ce qui met fin à l'activation de Jared. Dans la mesure où il est sur une case non inondée, le test qu'il aurait dû faire ne va pas s'appliquer. Au contraire, il va recharger sa jauge intégralement, sa jauge d'oxygène à 6. Voilà comment fonctionne l'oxygène. On dépense quand on est en zone inondée et on récupère ses capacités respiratoires lorsqu'on est en zone non inondée. C'est la fin de l'action de Jared. On passe aux amblyopes. Alors, de toute façon... Ah non, on passe à la démence intérieure. Démence intérieure commence par son déplacement. Je vous rappelle, dépense intérieure, c'est cette créature-là. Dépense intérieure démarre sa procédure par son déplacement. Or, elle se déplace dans la direction de l'investigateur avec le plus de démence sur lui. Il n'y a aucun investigateur avec de la démence, donc la démence ne va pas se déplacer.
Son spécial ne va pas s'appliquer davantage puisque un investigateur se trouvant sur la même case que la démence subit une blessure, mais il n'y a pas d'investigateur sur sa case. Donc on peut passer à la suite. Wayland, on va regarder combien d'actions il a en plus. Il a 2 actions supplémentaires, Wayland. Il a toujours 4 en oxygène. Alors Wayland du coup se trouve dans la salle, dans l'espèce de morgue. Et il n'y a plus rien à y faire, hormis fouiller, sachant que Wayland a une fouille. Lorsqu'il fouille, il peut piocher 3 cartes, en conserver une et en défausser 2 autres. Donc il va fouiller pour une action, déjà. Et donc un point d'oxygène. Voilà, il était à 4, il passe à 3. Il fouille. Il pioche 3 cartes. Ouais, parce qu'il n'est pas armé encore, Wayland, c'est pour ça que je le fais fouiller. Alors, il obtient un pied de biche qui donne plus en évasion, 3 points, 3 dés d'attaque qui touche sur un 4+, et qui donne 1 dégâts, et tout ça en corps à corps. C'est plutôt pas mal. Lorsque vous attaquez, vous pouvez retourner cette carte pour bénéficier de -1. Donc on améliore sa précision, ou on peut défausser cette carte pour récupérer 3 santé mentale. Enfin, on a la hache. Si un monstre encaisse au moins une blessure, il subit un effet d'affaiblissement. Donc, quand on utilise la hache, par rapport à... Eh bien, on lance 2 dés, on touche sur un 4+, et on inflige 2 dégâts par touche. Et en plus, on affaiblit son adversaire. Qu'est-ce que je prends? +1 en évasion. La hache est plus puissante, mais le pied de biche... permet de gagner en vélocité, donc je vais prendre le pied de biche, parce que c'est la mobilité là qui va être importante sur cette partie, je pense. Il ne faut pas trop s'alourdir avec des grosses armes, pas inutilement en tout cas. Donc Wayland défausse les 2 autres objets. Il a désormais un pied de biche en main. Pour une autre action et 1 point d'oxygène, on passe à 2, il se déplace de 1. D'ailleurs, je crois que grâce à sa bonbonne d'oxygène, durant votre activation, vous pouvez retourner cette carte pour effectuer une action de déplacement gratuite sans dépenser d'oxygène. Donc, il va utiliser sa bonbonne d'oxygène pour effectuer un déplacement gratuit sans consommer d'oxygène. Ensuite, il dépense encore une action pour continuer son mouvement. Mais là, cette fois, ça lui coûte 1 en oxygène. Et il dépense son avant-dernier point d'action pour se déplacer à nouveau. Ce qui lui coûte encore 1 en oxygène. Mais il arrive, cette fois, sur une zone non inondée. Il lui reste une action. Il va verrouiller cette porte-là. Voilà. Donc là, il a effectué l'intégralité de ses actions. On est en fin d'activation. En fin d'activation, on regarde sa jauge d'oxygène. Donc elle est à 0, parce qu'il n'a pas consommé d'oxygène pour fermer la porte, dans la mesure où il était à l'air libre. Et donc, sa jauge d'oxygène se recharge intégralement. Il repasse à 6. Voilà. Wayland a terminé. Ensuite, les amblyopes ne sont pas présents pour le moment, je crois pas. Non. On passe à Félicia Armitage. Félicia Armitage qui gagne donc normalement une action. Félicia Armitage a un coup d'avance qui lui permet de se déplacer gratuitement. Alors Félicia Armitage, elle est dans cette zone-là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a 4 actions, Félicia. 4 actions. Alors, le problème, c'est qu'on laisse Randy Carter derrière pour le moment, qu'elle s'est déjà activée. Cela dit, elle va s'activer en premier au prochain tour. Parce qu'elle va se déplacer là, donc elle va s'activer avant les délires et les agonies. Donc du coup, elle pourra se sauver. Donc
Armitage va bouger aussi. Ouais, elle va bouger, essayer d'aller enquêter Armitage. Du coup. Donc pour une action et un point d'oxygène, Armitage se déplace de 1. Pour une deuxième action, Armitage se déplace vers la salle qui comporte l'indice. Pour une troisième action, Armitage entre dans la salle où se trouve l'indice. Pour une quatrième action, elle fait un test d'investigation. Donc elle va lancer un dé en espérant obtenir un succès directement pour gagner du temps. On y va. Non, c'est un 4, donc pas de succès. Tout va bien. Soignez une blessure subie par un navigateur se trouvant sur votre case. Non, parce que là, Drake ne se trouve pas sur sa case. Donc pour l'instant, ça ne s'applique pas. Vous pouvez placer un jeton de santé mentale. Ok, bon. Sa seringue de sédatif ne s'applique pas. Non, bah elle va avoir... elle termine son tour comme ça. C'était un tour de mouvement. Alors bon... Je pense que c'est pas un mauvais tour, même si on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Notamment en échouant là à l'investigation. Mais il vaut mieux être très très mobile dans ce jeu. Et pour l'instant, c'est le cas. Il n'y avait pas une porte fermée là-bas, si. Hein. Une porte fermée, là. Je vais envoyer valdinguer, je pense. Le tour des investigateurs est terminé. C'est à la putride de s'activer. Donc, on a une figurine de putride dans la salle numéro 10, ici. Alors, la putride a 2 en horreur. Attention à ça. Elle fait 2 dégâts à 1 de portée, grâce à ses tentacules, j'imagine. Comme activation, elle va d'abord se déplacer. On note au passage qu'elle a 6 points de vie hein, et 1 en résistance. Elle se déplace de 1 vers les investigateurs. Donc là, du coup, elle a 2 chemins possibles. Soit elle passe au sud. Elle fait 1, 2, 3, 4 pour être le plus près. Ou elle passe au nord. 1, 2, 3. Donc là, elle est plus près de Drake. Donc elle va avancer ici. Ça, c'était son déplacement. Son attaque, qui fait appel à une capacité spéciale. Attaque à portée de 1. Donc elle peut attaquer dans cette case ou dans cette case, où il n'y a pas d'investigateur. Attaque, lancer 1 des 12 au début de l'attaque. Sur un résultat mâchoire, l'investigateur doit défausser une carte fouille. Voilà, elle agrippe un objet avec ses tentacules. Et sur une carte, sur une tuile corrompue, lorsque la putride est blessée, tous les investigateurs se trouvant sur la même case qu'elle subissent une blessure. Elle dégage des vapeurs nocives de son organisme qui infligent des blessures aux investigateurs. Bon, là, ça ne va pas s'appliquer. Le tour de la putride, enfin l'activation de la putride se termine comme ça. On avance. Aucun investigateur n'est concerné. C'est à la substance de s'activer. Alors, par contre, la substance, vous allez voir, c'est un peu particulier. Je vous rappelle que la substance est sur la case 20, donc elle n'est pas très loin de Randy Carter. La substance a 3 en horreur, donc c'est un monstre majeur hein, en fait dans ce jeu. Elle inflige 3 dégâts quand elle attaque, elle a 4 en résistance, 4 en vie et 3 en résistance. Dans sa procédure, on commence par appliquer un spécial. Spécial, s'il y a moins de 3 monstres sur cette carte, choisissez le monstre non épique le plus proche d'un investigateur et placez-le sur cette carte. Puis, posez la substance sur la case du monstre. Donc en fait là, l'espèce d'organisme rampant, c'est une espèce de liquide visqueux, rampe sous les portes, s'insinue à la recherche d'un autre dans la base, et va aller au plus proche des investigateurs, mais surtout des créatures les plus près des investigateurs. Donc on a le choix entre une agonie ici ou la putride. Alors l'agonie, elle se trouve à 2 de portée de Randy.
Et l'agonie se trouve à 1, 2, 2, grec. 1, 2, 3, ouais, donc là c'est ça. Donc en fait, on a le choix entre les deux. Alors dans ce cas-là, faut que je crois que c'est au choix du joueur. Mais bah, je vais plutôt viser l'agonie parce que c'est moins résistant quand même. Parce que la putride en résistance, ouais, elle a une résistance, mais elle a 6 points de vie. Donc on va éviter que la substance s'immisce dans cet organisme-là pour bénéficier de sa force. Je vais juste vérifier. Voilà, quand les monstres attaquent, un monstre attaque toujours. Quand un monstre... alors, quand un personnage subit des blessures, non. Un monstre attaque toujours le plus proche investigateur à portée. Si plusieurs personnages se trouvent à égale distance, ce sont les personnages qui tranchent. D'accord. Capacité liée à la corruption, déplacement. Alors, déplacement. Non, il n'y a rien indiqué à propos de la substance. Donc, on va calquer le choix au choix des investigateurs, le choix des cibles. Donc, eh bien, j'estime que la substance vient ici, au plus près, et s'empare, enfin, pénètre l'organisme d'une agonie, et donc se transforme à cet endroit. Donc, sur sa carte, je vais mettre une figurine d'agonie qu'il va falloir tuer. Ça, c'est dans sa capacité. Dans la suite de sa capacité, les monstres sur cette carte doivent être tués pour que l'activation de chaque... non, pardon. Les monstres sur cette carte doivent être tués pour que la substance puisse subir des blessures. Donc en fait, avant de pouvoir entamer ce capital de santé, il va falloir buter toutes les bestioles que la substance aura agglomérées en une seule et même créature. Ensuite, la substance pourra être blessée et à la fin de l'activation de chaque type de monstre, la substance est activée une fois. Et s'il y a un monstre de ce type sur cette carte. Donc après qu'elle ait trouvé un hôte, eh bien, elle effectuera un déplacement, une attaque au moment de l'activation de la créature qu'elle a colonisée en fait. Voilà comment fonctionne la substance. C'était un petit peu long, mais c'était important de comprendre ce fonctionnement. Moi, j'ai mis un peu de temps, hein. C'était pas si clair que ça. Et en fin de compte, c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien fait, en fait. Après, les règles sont pas toujours super simples à comprendre, de par l'originalité des mécaniques liées au monstre, quoi. Voilà. Donc la substance, là, en tout cas, a trouvé un hôte et s'est déplacée. Spécial, ah bah du coup, elle se déplace, non, elle se déplace autour de l'agonie, pas encore. Et elle attaque autour de l'agonie. Donc on ne va pas activer ça pour l'instant. On est déjà à la fin de ce tour d'activation, donc on va passer à la phase de maintenance. Alors je vais relire pour ne rien oublier, parce que j'oublie parfois des étapes dans la maintenance. Alors phase de maintenance, résolvez tous les effets de fin de tour. Il n'y en a pas. Remettez face visible les cartes fouilles, donc là on va réactiver sa bonbonne d'oxygène. On va retirer tous les jetons d'action, ainsi que toutes les médailles là d'action supplémentaire que je vais remélanger. Voilà. Et puis, on déplace les investigateurs sur la grille d'activation. Donc cette fois, c'est Randy Carter qui va agir en premier.
Ensuite, Jared Drake, etc., etc. Voilà, et là, cette fois, notre second tour est terminé. Alors, on a été un petit peu plus rapide qu'au premier, mais pas encore totalement, parce que j'ai pris le temps d'expliquer la substance et le fonctionnement des portes. Mais je pense qu'au prochain tour, on va commencer à atteindre notre vitesse de croisière, donc on sera à peu près à la demi-heure par tour. Ça va mettre fin à notre tour, je regarde. Ouais. Ben, on n'est pas trop mal. Bon, ça a pas mal spawné, mais on a réussi à contenir un petit peu la corruption et les créatures qui en émergeaient. On a récupéré un indice, on est pas loin d'en récupérer un deuxième. Il va falloir s'occuper de celui-là avant que cette salle soit totalement submergée de créatures. Tiens, là j'ai un compteur et c'est celui de Armitage, mais elle est revenue à 6. Voilà. D'ailleurs... non, il n'y a que Randy Carter qui est à 0. Alors là, ça va être un problème, ça. Sinon, tout le monde est à 6. Ok. Eh bien voilà, cette fois, je mets fin à cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut.